Bah, écoutez, les gars, merci de prendre le temps ce 27 décembre euh, pour avoir cette petite conversation autour du travail qu'on a pu faire ensemble. Max, je te laisse prendre le lead. On avait parlé de peut-être revoir un des rapports en détail ensemble et puis ensuite de parler des autres. Et s'il y a des points de discussion, soit les faire à la fin, soit les faire en cours de route. Donc, dis-moi ce qui vous conviendrait le mieux et puis on y va comme ça. Bah ouais, je pense qu'il faut, comme on a dit, on regarde, on prend un rapport, on regarde bien en détail, comme ça on comprend bien toutes les valeurs, tout ce qu'on peut en faire. Mhm. Et puis et après, on prend athlète par athlète pour regarder chez qui on devrait faire quoi, Ok, ça en marche. gros. Ça te va, David? Nickel. Ok, super. Bah, écoute, je vais partager mon écran, puis on va attaquer avec le tien, Maxime. Ça Donc, me va. première page, donc vous voyez, tu vois bien le rapport là? Attends, je le mets un peu à gauche. Comme ça devrait être bon. Du coup, donc ce qu'on a fait, donc pour petit rappel, on a fait un protocole un petit peu hybride. On a fait un step avec des 4 minutes de travail, 1 minute de repos, 1 km/h de plus à chaque fois jusqu'à 15 km/h. Et à partir de 16, on a fait en continu 1,5 km/h par minute sans pause jusqu'à l'arrêt du test. Euh, et donc, on a ici sur la première page donc un peu le résumé du rapport, du bilan, si on veut. On a la VO2 max. Il faut se dire qu'on est à plus ou moins 3% avec l'outil de mesure. Donc, ça, c'est à prendre en compte. VO2 max absolu en litres par minute. On a la fréquence cardiaque max atteinte pendant le test. Le dernier palier complété ici pour Maxime. Ensuite, sur la base de toutes les données qu'on a pu collecter, donc l'estimation des deux seuils avec les intensités d'entraînement ou les domaines d'intensité, si on veut, avec le seuil 1 se trouvant ici et le seuil 2 se trouvant entre élevé et sévère. Un petit tableau récapitulatif des différents systèmes qu'on a pu quantifier avec de manière relative quel système demande le plus de travail, si on veut. Et donc là, pour Maxime, ce qui ressort, c'est fonction respiratoire et de manière un petit peu moins importante, capacité respiratoire également. Donc, on va passer tout ça en détail. Vous avez des questions jusque-là, les gars? Non. Non. Tout bon. Du coup, capacité respiratoire. Donc, Maxime, c'est ce qu'on a fait sur la spirométrie. Volume pulmonaire, c'est le CFV, le CVF. Je ne sais plus comment il va en français. CVF, je crois. Capacité Ouais, je pense que c'est d'électricité. ça. Et ensuite, puissance expiratoire, c'est le VEMS 1, donc la première seconde d'expiration. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les pourcentages de normes par rapport à ta corpulence. Et puis, ici, on a des valeurs qui sont légèrement en dessus de la moyenne, on va dire. Mais en tant qu'athlète d'un bon niveau, on espère voir en tout cas 110%, raison pour laquelle je t'ai mis des B en score plutôt que des A. Pour la personne lambda, je lui mettrais des A si on voyait ces valeurs-là, mais vu que tu es un athlète d'un niveau assez important, je pense que 110, c'est le minimum qu'on veut essayer de viser pour être en dessus de la moyenne. Donc là, on a un petit déficit, léger déficit au niveau volume et expiratoire et le ratio entre les deux également. Au niveau de la fonction, donc fonction respiratoire, on a la fréquence qui a été quantifiée sur tous les différents paliers qu'on a vus. Après, on pourra les revoir plus en détail aussi. Si je ne me trompe pas, on doit avoir toutes les données respiratoires ici. Donc, comment il a respiré pendant les intervalles et puis ensuite aussi pendant le ramp progressif. Mais de manière générale, ce qui est ressorti ici pour Maxime, c'était en gros qu'il respire très vite et qui peut respirer beaucoup plus et donc il ne respire pas assez. Donc, ce qu'on voit assez souvent, en fait, c'est, on va dire, une surutilisation de la fréquence et une sous-utilisation du volume. En termes d'économie, ce n'est pas super intéressant de respirer beaucoup et de respirer peu, enfin respirer très souvent et respirer peu. Il y a une histoire d'échange gazeux aussi où mieux tu remplis tes poumons, si tu veux, au niveau, même juste au niveau de la gravité, tes capillaires pulmonaires, ceux qui sont en bas des poumons, ils vont avoir un meilleur échange gazeux que ceux qui sont en haut, simplement dû à la gravité, au fait que le sang va descendre. Donc, si tu arrives à mieux remplir tes poumons, tu auras un meilleur échange gazeux qui va s'effectuer à ce niveau-là aussi. On a aussi ce paramètre de l'extraction d'oxygène qui va être assez largement influencé par
par l'équilibre de O2 et de CO2 dans le système. Donc, si on veut, ce qu'on aimerait voir idéalement, c'est une valeur de 15 en termes de valeur cible pour des athlètes de haut niveau. Donc, comme capacité d'extraction, à savoir qu'il y a, il y a 21% d'oxygène dans l'air. On veut essayer d'en extraire un maximum avec chaque respiration. Et donc, en gros, si on hyperventile, on va réduire notre potentiel d'extraction du fait simplement qu'il y a moins de CO2 dans le système et que l'échange se fait moins bien à ce niveau-là. Ça, c'est des choses avec lesquelles je n'ai pas encore beaucoup travaillé, mais auxquelles je m'intéresse. J'ai fait 2-3 tests sur le vélo récemment avec une hypoventilation forcée. Et en gros, tu vois des valeurs qui descendent assez bas. J'ai réussi à descendre dans les 13%. Simplement en te forçant en gros à ne pas respirer beaucoup, à ne pas respirer très souvent. Donc, tu as l'impression que tu vas t'asphyxier, mais au final, c'est juste parce que tes chémorécepteurs, ils ne sont pas encore acclimatés à tolérer assez de CO2. Je pense que c'est de ce côté-là où il y a tout ce qui est de l'oxygen advantage et des approches comme ça, ou de différentes approches respiratoires qui te permettraient d'augmenter ton seuil de tolérance au CO2 et donc d'avoir par là même un meilleur potentiel d'extraction. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être exploré aussi. Et puis cette mesure de fraction de O2 expiré, elle nous donne justement cette information à quel point tu es efficient avec ton extraction d'oxygène par rapport à comment tu respires. C'est tout bon jusque-là? Oui. Ouais, j'avais une question. Vas-y. Attends, je le retrouve. Il y a un truc que je ne comprenais pas, c'est sur la capacité respiratoire plutôt. Ouais. Comment je peux être à 107 et 104% de la norme et ensuite en dessous de la norme au ratio? Le ratio, c'est 5-4. C'est 4-3 sur 5-4. Ouais, c'est l'un sur l'autre, ouais. C'est l'un sur l'autre. Ouais. Ok. Et Je donc, ne savais pas s'il y avait un autre chiffre qui intervenait. non, c'est juste les deux. Et du coup, vu que de manière relative, ta puissance expiratoire, elle est un petit peu en dessous de ta capacité, eh ben ton ratio, il va être un petit peu. Ah, bah oui, forcément. Oui, bien sûr. Ouais. Logique. Autant pour moi. C'est là où on arrive à ce 81 par rapport à la norme de 84. Encore une fois, le ratio, il n'est pas très loin. C'est vraiment un détail, mais c'est un détail qui ressort. Donc, c'est pour ça que je l'ai relevé. Donc, on a Bien sûr. cette idée de fréquence respiratoire, donc la capacité surtout à basse intensité. Et ça, je sais que tu as essayé de le mettre en place déjà, Maxime, sur tes courses un petit peu plus longues, d'essayer de ralentir un petit peu ta respiration, de réduire un petit peu le volume de respiration. Tu t'es senti comment en faisant ça jusque-là? C'est l'enfer, honnêtement. Les premiers footings, c'était horrible. Ouais, Euh, c'est juste quoi? C'est le fait que tu n'as pas l'habitude de te focaliser dessus ou que tu dois te remettre la alors, respiration à l'avant du cerveau et te focaliser dessus et y penser? il y a deux choses. Je pense que la première chose, c'est justement cette extraction d'oxygène. En fait, j'ai l'impression que je vais mourir. Ouais, Littéralement, j'ai l'impression que j'ai pas d'air. Tu vois ce ouais, que je veux dire? ouais. Donc ça, c'est la première chose qui est très perturbante, où en fait, normalement, tu cours tu cours comme tu as l'habitude, et du coup, sur un footing facile, ben, tu es facile, quoi. Ouais. Euh, et là, les premières fois, c'était horrible. Et la deuxième chose, c'est honnêtement, les muscles respiratoires, ils sont exténués. C'est ça. Tu te dis, bah, c'est tout con, je vais juste respirer un petit peu moins, mais du coup, tu dois respirer un peu. Enfin, j'essaye, tu vois, de respirer un peu plus, vu qu'on a vu que j'ai un volume courant de 2 litres, et puis que techniquement, je pourrais être à 4, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3-7, pas loin. Euh, ouais, 3-7. Je veux dire, donc, j'ai la place pour bouger ça. Mhm. Et je sens que, wow. Au début, c'était dur, hein. Ouais. C'était dur. Ouais, mais je pense. Et bon, après, je me suis blessé, donc j'ai plus pu trop courir. Et puis bah, là, je suis en quarantaine, donc je peux encore moins courir. Mais j'ai réessayé, c'était quoi, début de semaine passée, là, sur le tapis, je t'avais écrit direct après. Ouais. Bon, l'allure était un petit peu plus basse, donc la fréquence de course un peu plus basse aussi. Et j'avais enfin réussi à tenir super longtemps. Mais bon, là, maintenant, je ne sais pas si le Covid
Bon, on va fatiguer les voies respiratoires ou pas quand je pourrai ressortir, donc on verra. Ouais, ça sera Et intéressant de voir. Et puis, peut-être si tu as l'occasion d'utiliser le P100 d'ici là, voir justement si tu sens une grosse différence par rapport à avant. Ça peut être un outil, pas un outil diagnostic, mais ouais, simplement avoir si tu veux, un ressenti assez précis sur ce que tu pouvais faire avant et ce que tu peux faire maintenant et voir s'il y a vraiment une différence ou pas. bah, je l'ai utilisé hier et franchement, il y a une différence. Ouais, tu sens encore. Ok, Je suis moins. Déjà que j'étais pas très fort, mais alors là, je suis vraiment loin du compte. ok. Mais c'est pas grave. Ça donne un axe de travail qui est hyper intéressant. Et puis du coup, j'ai eu le retour je l'ai prescrit à Luca aussi. Ouais. Euh, la respiration, inspiration sur 4 pas, expiration sur 4 pas, même sensation que moi. Mhm. Il m'a dit, je crois que ces mots techniques, c'est les mots qu'il a utilisés, c'était horrible. J'arrivais pas à respirer, douleur au poumon, et puis assez peu de séquelles quand même le lendemain sur les muscles respiratoires et sur la fonction respiratoire en elle-même que par rapport à une utilisation du P100 là, que j'utilise. Ouais. Mais sur le coup, c'est compliqué. Et je pense que rien que le fait de devoir repenser à respirer quand tu y as plus pensé parce que c'est automatique ou tu l'as laissé suivre son cours, on va dire. Rien que ça, je pense que ça, déjà au niveau psychologique, ça va être fatigant. Donc ça, faut le considérer, même si au niveau physiologique, c'est peut-être pas super taxant de respirer différemment, même si ça peut l'être quand même un petit peu. Mais je pense rien qu'au niveau psychologique, c'est une charge supplémentaire. Et donc ça, faut pas le négliger, je pense, surtout sur les premières sorties. Après, voilà, comme tu le dis, une fois que tu as pris un petit peu le pli, ça va. Tu arrives à te mettre dedans. Et puis, certes, c'est un petit peu différent de ce que tu fais d'habitude. Voilà, c'est une nouvelle façon de respirer, c'est clair. Donc, je pense que c'est normal s'il y a quand même ce coup d'entrée, on va dire, à C'est quand même ça, ouais. en C'est ça. place. Ouais, Exactement. Puis je pense qu'il faut, enfin, dans la programmation, enfin, si on réfléchit à programmer un peu ça, je vais pas le prescrire à tous les footings, tu vois. ouais, Au début, en tout cas. Parce que bah, il y a quand même des moments où on cherche à faire un footing de récup à très basse intensité. Si on rajoute justement, comme tu dis, cette charge mentale, ouais. psychologique et respiratoire, bah, en fait, est-ce qu'on atteint vraiment notre objectif de l'entraînement, tu vois? Ouais. Non, ça, je pense que c'est Donc, pertinent. c'est Et quand même. puis, et comme tu l'as dit, de toute façon, faire entre guillemets, une surcharge progressive avec, où tu vas de plus en plus les exposer à ça, mais de manière progressive pour que ce ne soit pas tout le temps. Et il y a idéalement, à terme, c'est comme ça qu'ils respirent, tu vois. C'est comme ça que tu respires. Tu Ouais, ouais, c'est ça. n'as plus besoin de changer. Mais c'est ça. Mais ça va C'est prendre un petit ça. peu de temps pour y arriver. Et puis ça, faut se le donner, c'est clair. Mhm, mhm. Donc, on avait les pourcentages de VO2 relatifs qu'on a regardé là par rapport aux valeurs max sur les intensités un petit peu plus basses, hein, avec autant l'absolu que la relative ici. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ressortait pour toi ici, Max, sur ces intensités un petit peu plus basses ou pas. Non, non, pas à mon souvenir. Je crois que Luca est hyper économique, si je dis pas de bêtises. Romain un peu moins. Mhm. Euh, mais, mais Luca, c'est son passé de triathlète, quoi. Pas de Ouais, miracle. Ouais, quoique. Bon, on voit déjà se différencier un peu les profils, hein. ouais, ouais, c'est clair. À 15 à l'heure, il est à 84%, je suis à 73. Ouais, Puis Romain, il est à peu près comme moi, je crois. 75, 73. Ouais, lequel il est pas loin, il est à 2-3% de toi. Ouais, Ouais. c'est intéressant. Ensuite, on passe sur le cardiovasculaire. Donc, FC au repos, tu ne me l'avais pas donné. Je l'avais pas, ou alors j'avais oublié de la noter. Je sais plus Non, si. en fait, je l'ai pas. Ok, d'accord. Enfin, Mais t'entends quoi par FC au repos? C'est une question qu'on te posait justement. Ah ouais, C'est bah, en fait, quand tu dors au milieu de la nuit ou bien là, assis à rien faire? en général, enfin, le plus important, J'ai c'est pas que la ce soit une définition. valeur qui soit répétable. Donc, soit couché dans le lit le matin au lever, soit assis au bord du lit. Je ne sais pas si vous Mhm. utilisez le HRV, par exemple, mais ce serait la valeur que tu as quand tu fais Ouais, ouais.
ton petit test de HRV, par exemple, juste pour avoir une idée générale. En général, chez les athlètes, surtout sur les coureurs, ça va être assez bas. Mais je pense que ça peut être quelque chose qui met la puce à l'oreille s'il y a des valeurs qui sont assez hautes, alors qu'on a des athlètes d'un bon niveau. Je ne sais plus où… Il y a Sarah qui a fait. il y a Sarah qui était haute. Lucas, c'était bon. Et puis Romain, je crois que il avait des chiffres qui étaient… Ils ont Ouais, ils étaient le dans les même, je 40. crois. Mais Sarah, elle était assez haute, si je ne me trompe pas. Ouais, 65. Mais barème, entre guillemets, c'est 60 pour entre B et A, et ensuite 50 pour entre C et B. Donc, tu as un C si tu es au-dessus de 60, parce que pour moi, c'est haut. Et ensuite, tu as un A si tu es en dessous de 50. Surtout pour une population athlétique. Après, pour monsieur, madame, tout le monde, je pense en dessous de 60, c'est déjà bien. Mais ouais, pour des coureurs d'un bon niveau, je pense en dessous de 50, c'est pas un minimum, mais ce serait idéal. Après, l'amplitude cardiaque, c'est juste les valeurs qu'on a vues sur le test. Donc, depuis le tout début, là, tu es à 110 jusqu'à presque 200. Donc, tu as une bonne amplitude, tu as presque 100, tu as 90 battements à peu près, en sachant que ta FC au repos, elle doit être, je pense, en dessous de 60. Oui. Donc, tu as énormément de marge. Là, c'est plus des valeurs générales dans le sens où si tu as vraiment une restriction, par exemple, si la personne elle a une fréquence cardiaque de 60 au repos et puis qu'après, elle peut seulement monter à 150 et qu'elle est normalement en forme, ben, on sait qu'il y a peut-être un petit souci au niveau cardiaque qui peut-être peut valoir la peine de creuser plus loin. La récup cardiaque, on a juste, bien sûr, la récup sur les six intervalles qu'on a fait. Donc ça, c'est tout des valeurs qui sont bonnes. En général, en dessus de 25, c'est des bonnes valeurs. Donc là, on est bien. Tu vois qu'à 10 km/h, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est assez normal dans le sens où tu ne vas pas passer beaucoup de temps là-bas en bas. Donc, en général, ça met en avant ce que tu travailles de manière générale ou ce que tu as travaillé avec, en général, une efficience un petit peu plus basse dans les zones où tu ne travailles pas beaucoup. Une tendance cardiaque montante tout le long. Donc, ça, c'est assez clair ici. Et je crois que c'était sur Romain. On voit une tendance qui est assez différente. Donc, on pourra en parler après. Capacité vasodilatoire, ça, c'est quelque chose qu'on regarde sur le MOXIe notamment. C'est donc capacité à resaturer en oxygène pendant les intervalles de repos, chose qu'on voit légèrement ici aux intensités un petit peu plus basses. Et bien sûr, aux intensités plus hautes, on a seulement le pic de récupération après l'effort maximal. On n'a pas nécessairement tous les intervalles de récup vu qu'on a fait le protocole modifié. Mais quoi qu'il arrive, tu avais une bonne capacité de resaturation. On le voit ici, tu arrives jusque tout en haut assez rapidement après la fin du test, au-dessus de 80%. Donc ça, c'était bien. Et réponse vasculaire, celle-là, elle est un petit peu plus dure à calculer et je m'y fie de moins en moins. C'est en gros ta capacité à répondre à la désoxygénation, donc à l'utilisation d'oxygène par un apport sanguin un peu plus significatif. Chose qu'on peut calculer avec le SMO2 et le THB du MOXIe, mais je m'appuie de moins en moins dessus parce que la valeur du THB du MOXIe, elle est pas… C'est pas qu'elle n'est pas précise, c'est simplement qu'elle est dure à interpréter et des fois, il y a des réactions qu'on ne comprend pas encore. Et si tu regardes les études qui ont été faites avec le MOXIe en lui-même, eh ben, le THB, il le laisse carrément de côté, il ne l'utilise pas. Donc, c'est quelque chose que j'utilise moi de moins en moins. Ici, on avait le DFA aussi pendant le test que j'avais commencé un petit peu tard, donc on n'a pas les intervalles précédents. Mais et en général, ça, j'utilise juste pour trianguler ce qui se passe au niveau du premier seuil principalement. Le deuxième seuil, en général, il n'est pas aussi précis que ce que j'ai pu trouver dans les 2-3 études qui en parlent. Donc, je me focalise principalement sur le premier seuil avec ça. Mais pour toi, de manière générale, il y avait rien qui ressortait au niveau cardiovasculaire qui demandait beaucoup d'attention, on va dire. Ensuite, si on passe sur le métabolique, donc sur tout ce qu'on a pu ressortir des MOXIe, et ça c'était intéressant, comme on en avait déjà discuté, de voir les différences
entre toi et tes autres coureurs qui sont peut-être un petit peu plus, qui tendent un peu plus vers les événements un petit peu plus courts, de voir, je pense qu'on peut en mettre deux côte à côte ici juste pour illustrer ça parce que c'est assez parlant si on va sur ici, si on va sur le droit fémoral par exemple. Alors attends, on va faire ça. Et puis on avait, c'était qui? C'était avec Lucas, hein, je crois. Ouais, Lucas, je crois qu'on voyait bien, C'était avec Lucas. Alors. On va essayer ça. il me semble. Ouais, donc là on voit bien. Attends, on va réduire un petit peu celle-ci. Voilà, donc ouais, là on voit largement les différences de réaction avec toi un profil plus long, on va dire, un peu plus longue distance, qui a, on va dire, une efficience au niveau de l'oxygène qui est très très bonne, très très longtemps. On le voit par le fait que tu commences au-dessus de 80, que tu y restes jusqu'à entre 12 et 13 km/h, et ensuite tu es quand même dans les 75, presque 80 encore, jusqu'à 17 et demi, 17 km/h et demi. Alors que Lucas, et ça, on y reviendra avec lui parce que c'était son histoire de cœur, il me semble. Mais on voit qu'il est à 80 et déjà à basse intensité, on voit une pente négative, malgré le fait qu'on soit à très basse intensité. Hein, pour lui, des 13-14 km/h, c'est pas vite, mais on voit quand même, en gros, le fait que il utilise plus qu'il ne, on va dire l'équilibre va dans le sens de l'utilisation, c'est-à-dire que son système, il semblerait que son système cardiovasculaire n'arrive pas à répondre à la demande, d'où la pente négative qu'il y a sur ces intervalles de travail, même s'ils sont à basse intensité. Dès 12 km/h, on voit déjà une pente qui est négative, chose que chez toi, on voit même une pente qui est positive jusqu'à quasiment jusqu'à 16-17 km/h. Donc, voilà, ça parle aussi à vos différences de profil, mais je pense au niveau cardiaque pour Lucas, ça c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on s'attarde un petit peu. Et si on regarde les valeurs de Romain, lui qui n'avait pas cette tendance, on va dire, à désaturer, même à basse intensité, mais on voit quand même, comme on avait dit avant, un delta plus important. Là, donc tu es à 80-90%, tu restes au-dessus de 70%, alors que lui, déjà, à 10 km/h, il est en dessous de 80. Il est tout de suite à 70, 60, même 50% en termes de saturation, avec un gros delta entre le 70 et le 50% ici, 20% de différence. Alors que toi, tu restes dans un intervalle de 10-15%. Donc là, on voit une grosse différence de profil. Et puis ensuite, on voit aussi sur le ramp une pente qui est moins agressive. Alors que sur toi, on voit qu'en gros, tu restes plat, plat, plat. Puis après, boum, tu tombes jusqu'en bas. Ce qui, encore une fois, je pense, parle au niveau du profil de type de fibre, type de recrutement musculaire, qui semble se tenir aussi par rapport à vos événements de prédilection et vos forces et vos faiblesses respectives, c'est ça? Ouais, exactement. C'est clair. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, David, mais ça me paraît assez. C'est assez. Ça va clairement dans ce sens-là. Hein. Lucas, c'est même assez hallucinant. Il arrive à descendre avec une oxygénation à 0%, quoi. Ouais, juste quand tu arrives en bas, attends, on est où? Là, il y a Romain. Ouais. Il est où, Lucas? Il est là. Ouais, il arrive à désaturer jusque tout en bas. Après, encore une fois, c'est toujours l'équilibre entre l'apport et l'utilisation. Hein, donc, Ouais. je parlais avec Jem récemment qui fait son doctorat à Vancouver avec le Moxie notamment, et qui me disait, en gros, le SMO2, c'est presque pas une valeur physiologique en fait. C'est une valeur fonctionnelle en guillemets dans le sens où c'est deux paramètres, c'est l'apport et l'utilisation. C'est jamais juste un truc. Tu vois, c'est pas genre ta fonction mitochondriale. Tu peux pas dire que c'est un Ouais. paramètre physiologique parce qu'il y a justement toujours ce rapport entre les deux. Donc, ouais, il descend jusqu'à zéro, mais en soi, c'est dur de dire exactement qu'est-ce que ça veut dire zéro. Tu vois. Et
Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a toujours une proportion d'apport, il y a toujours une proportion d'utilisation et on ne peut pas nécessairement savoir quelle est leur valeur absolue, si tu veux. C'est un peu comme la Mhm. lactatémie. Et ça va être ce que tu as dans le sang, c'est ce qui reste après que tu aies produit le lactate et que tu aies réutilisé une partie. Mais ça ne nous dit pas combien tu en as produit et ça ne nous dit pas combien tu en as réoxydé derrière. Ça te dit juste combien il reste dans le Mhm. sang. Donc, je pense Ouais, bien sûr. je l'apparenterais un petit peu à ça, la valeur du SMO2. Si on continue sur ton rapport, donc ça, c'était le métabolique avec les MOXIE ici. Euh, on avait donc tes distributions d'intensité. On avait aussi travaillé avec ta vitesse critique. On avait fait des petits calculs pour déterminer ça. Et il semblait que ça corresponde assez étroitement avec ce qu'on a trouvé à 1,5 km/h près sur le test en lui-même. Donc ça, c'était intéressant Ouais. aussi d'avoir ces valeurs de vitesse critique et de voir ce point d'inflexion, notamment dans le SMO2. Et puis aussi sur tout ce qui est respiratoire par rapport à ça. Donc, par rapport à ce que tu utilisais avant, est-ce que c'est on va dire, des zones qui correspondent à peu près à ce que tu avais déjà avant ou est-ce qu'il y a des différences significatives sur certaines intensités pour toi? Euh, non, globalement, ça ressemble assez. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Bon, alors ce qui était sûr, c'est que je fais quand même, comme tous les coureurs d'endurance, je fais mes endurances trop vite, ça c'est clair. Euh, donc voilà, ça. En plus, en tant que coureur, disons, à profil plus long que les deux autres, donc les trois autres qu'on a examinés. C'est vrai que on voit hein, sur les courbes, moi à 14, 15, je suis assez facile. Ouais. Donc c'est vrai que ça m'arrive quand même assez régulièrement de faire des footings à ces allures-là. Mhm. Je sais qu'il faut que je le corrige, mais des fois c'est quand même un peu plus cool. Désolé, David. Euh, et puis, sinon, la zone de seuil, elle ressemble assez objectivement. J'étais au départ assez surpris d'être si haut au niveau du seuil, mais en fait, ça ressemble quand même passablement. Après, c'était quand même plutôt la fourchette haute de ce que j'utilisais avant Mhm. que la fourchette basse. Du coup, il va falloir que je me bouge un peu le cul. Voilà, en gros. Et, et après, nous, la grosse interrogation et l'élément qui nous travaille, c'est la VO2. C'est comme je te disais tout à l'heure. Nous, on avait un 100% avant et maintenant, on a plus de 100% et on est perturbé. Voilà. Ouais. Ah, on est des gens simples, hein, mais Ouais, c'est ça, c'est ce graphique-là je pense, qui est la source de tous les soucis à l'heure actuelle. ouais, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que notre réflexion, c'est la suivante, c'est qu'effectivement, là, il y a un élément qui est indiscutable. J'atteins VO2 max il faudrait zoomer un peu, mais entre 18,7 et 19,4 à peu près. Ça doit être un truc comme ça. Ouais. Si Là, on là, est, c'est là, si c'est on- 19, entre 19 et 19,5, je dirais. Ouais, Ouais. un truc comme ça. Ouais. Mais, donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que je travaille à 19 km/h pour travailler à VO2. Alors, Sauf que, Vas-y, vas-y. sauf que là, j'ai atteint ma VO2 à 19 km/h, mais ça, ce qu'on n'a pas dit dans l'introduction, c'est que on avait, avant de faire le test comme tu l'as présenté, c'est qu'il y avait un petit échauffement et il y avait 45 secondes à vitesse 1500 mètres pour moi et Juste. 30 secondes à vitesse 800 mètres pour les autres. Mhm. Une petite pause et ensuite le test. Donc, ça faisait déjà 1 heure qu'on courait sur ce tapis Mhm. à des variations d'intensité sur un ramp, etc. Donc, dans la prescription de l'entraînement, est-ce que vraiment tu dois prescrire 19 km/h? Parce que
Enfin, il faudrait, mais il faudrait pas, parce que si on fait un entraînement entre guillemets classique de VMA à 19 km/h, donc qui durera moins que les 35 minutes ou les 40 minutes dont on est en train de parler là, si on fait un 10 fois 400 mètres avec une minute de pause, par exemple, à 19 km/h, je suis pas sûr que j'arrive à VO2. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. La question, c'est comment tu interprètes ce 19 km/h, sachant qu'il intervient après tout ce qu'on a vu avant, Ouais. par rapport à ce que tu pourrais prescrire sur un entraînement qui va durer une demi-heure, mais qui va être en intervalle, quoi. Ouais. David, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'est exactement ça. Parce que là, si tu prends à 19 km/h, on prend l'exemple de Maxime, l'entraînement de 400 avec lui, je vais aller tourner, c'est 15 à peu près. Ce sera un entraînement hyper facile pour lui. Ouais. David, je t'entends pas très bien. Je sais pas si c'est ton micro ou si c'est Ouais, mon peut-être côté le à micro, moi. ouais. Ouais, mais je pense comment faut l'interpréter? Il faut l'interpréter dans le contexte du protocole qu'on a utilisé. Donc, euh, je pense que on sait que juste dès que tu dépasses ton seuil, donc dès que Maxime, dès que tu vas commencer à dépasser 18,5, eh ben, tu vas gentiment y aller à VO2 max. Euh, tu vas y tendre, mais ça ne veut pas dire que tu dois te mettre à cette vitesse-là. Tu vois, là, ça te dit simplement que dans l'état où tu étais à ce moment-là, dans ce test-là, tu as atteint ton pic entre 19 et 19,5 et qu'après, tu n'arrivais plus à maintenir en gros ta respiration et tous les autres paramètres pour rester à VO2 max. Euh, Après, ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois t'entraîner à cette vitesse-là on va dire, exprimer ta VO2 max. Tu vois, parce que chaque, Ouais, c'est ça. c'est là où peut-être la continuation de la conversation qu'on avait eue l'autre fois se place, c'est que de faire justement ces entraînements avec le matériel pour voir combien de temps tu passes à VO2 max, pour voir quel protocole serait le mieux adapté pour éliciter cette VO2 max et pour avoir cet effet d'entraînement qu'on recherche. C'est là où ça devient encore plus intéressant. Malheureusement, je n'ai pas les réponses comme ça de prime abord, mais je pense que c'est la continuation logique des choses. On en avait déjà parlé, c'est d'avoir des tests un petit peu plus terrain et de se dire, est-ce que tel entraînement fait vraiment ce qu'on pensait qu'il faisait ou est-ce qu'il fait ce qu'on veut qu'il fasse ou est-ce qu'il faut modifier un petit peu l'approche pour justement avoir de voir de meilleures valeurs pendant l'entraînement. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre trop de sommeil sur cette valeur de 19, 19,5 parce qu'encore une fois, c'est dans le contexte du test qu'on a fait, avec tous les paramètres qui sont spécifiques à ce test. On sait simplement que dans l'état où tu étais, en dessus de 19,5, tu as de la peine à le maintenir, mais ça, c'est parce que tu étais en continu. Peut-être qu'en intervalle, ce serait complètement différent. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Ah, c'est un peu le choix qu'on a fait. C'est que on a gardé on a abandonné notre 100%. Voilà. Tu OK. vois, ça sert à rien. Donc, nous, on va. Ce qui est intéressant, c'est on a justement quand même un point d'inflexion assez précis, tu vois, enfin, qui est à prendre dans le contexte du test, mais qui est quand même précis. Ouais. Et du coup, nous, on va prescrire des vitesses individuelles à chaque athlète selon les résultats du test. Mhm. Donc, la prescription, elle vient plus d'un pourcentage. Enfin, une partie du groupe, oui, et une partie du groupe, non. Mais elle vient c'est nous qui décidons à quelle vitesse il court. Et enfin, c'est notre travail d'entraîneur, en fait. Donc, on replace le curseur, mais c'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup posé de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut courir à 19 à l'heure jusqu'à ce que les mecs y meurent, ce qui est une possibilité? Est-ce qu'il faut, comme on avait fait, comme on avait discuté de l'entraînement, faire une course très longue, enfin plus longue, disons, assez peu de pauses et ensuite enchaîner les courses courtes avec faire plusieurs blocs de ça, ce qu'on a fait après notre discussion, on a fait un cycle de ça. Mhm. D'ailleurs, discutable OK. sur l'effet, je pense. Je ne sais pas ce que toi, David, en penses, mais voilà. Donc, c'est vrai que ça nous a un peu
ça nous a un peu sorti de notre petite zone de confort, de notre petit entraînement VMA, bien tranquillou. On fait des 300, on fait des 400, on fait des 500, on fait des 200. Puis tout le monde rentre à la maison, quoi. Mais je pense que, encore une fois, tant que tu gardes en tête que c'est une zone dans laquelle tu vas atteindre ta Ouais. max, eh ben, comme tu l'as dit, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir ton 100% à proprement parler, vu que le 100%, il est simplement basé sur un protocole plutôt qu'un autre. Mais te dire, en dessus de cette vitesse, je vais arriver à VO2 max. Après, tu vois que quand tu parlais de pourcentage, moi, je pense au vélo, par exemple, ou quand tu fais des 30-15 en cyclisme pour de la VO2 max, eh ben, tu vas faire 30 secondes à 120% de ta puissance critique, donc de ton deuxième seuil. Et ensuite, tu vas faire tes récup actives à 50%, mais donc tu es largement au-dessus de ton deuxième seuil. C'est possible. Mhm. Bien sûr, donc le 120%, il est largement au-dessus. Mais le fait que tu accumules ça sur des intervalles, ça fait que tu vas passer du temps à de hauts pourcentages de VO2 max et c'est ça qui va faire que. Donc, je pense que c'est le plus dur quand tu. Et moi, j'y ai été confronté au début aussi. C'est quand tu commences à voir quelque chose avec une perspective qui est différente, c'est de ne pas tout remettre en question, de ne pas remettre en question toutes les méthodes de travail que tu utilises, etc. C'est peut-être juste en fait l'explication que tu avais dans ta tête pour ces méthodes-là qu'il faut changer un petit peu ou qu'il faut mettre à jour. Mais ça ne veut pas dire que les méthodes en elles-mêmes, elles doivent changer complètement. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ouais, bien sûr. mais c'est dur en même temps. En même temps, c'est dur parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai été un peu perturbé, enfin, ce qui perturbé là-dedans, c'est dans une discussion qu'on avait ensemble où tu disais, en fait, l'objectif, c'est passer le plus de temps possible à VO2 pour Mhm. améliorer ta VO2, enfin, ce qui est d'une logique implacable quand on y pense. Mais tu vois, quand tu as toutes ces valeurs-là qu'on n'avait pas avant, Ouais. bah, tu te dis, OK, est-ce que ce que je fais, ce que je donne à mes athlètes, ça leur fait vraiment passer plus de temps à VO2. Mhm. Puis ben, ton travail d'entraîneur, c'est de déterminer oui, non, peut-être, puis d'essayer quand même des autres choses, de revenir en arrière sans tout casser. Mais tu es quand même obligé de, je sais pas, enfin, ça te questionne. Ouais. Enfin, moi, ça me questionne beaucoup, en tout cas, depuis. Normal. David, il est aussi tout perturbé, je pense. Bon, on a passé, je pense, une après-midi entière à parler de VO2 avec David. Ouais. Mais C'est ça. c'est important. Je pense que c'est important aussi parce que ça te permet de remettre un peu carte sur table, de te demander ben, qu'est-ce que la VO2 max, quelle est sa définition, qu'est-ce que ça fait vraiment dire, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec, pourquoi c'est important, et de la recadrer en fait, juste simplement dans le cadre de ce que vous faites, de l'entraînement, de la programmation, et d'essayer d'avoir on va dire, un cadre le plus juste possible pour justement que les effets d'entraînement soient atteints, pour que les objectifs soient atteints, etc. On continue. Donc oui, VO2 max, concept, concept intéressant et problématique à la fois. Ouais. Du coup, vous en avez conclu quoi de vos discussions par rapport à tout ça? Je te laisse répondre, Max. Je crois que mon micro marche pas bien, hein. Ah, Non, il marche mieux qu'avant, un petit peu mieux, je ouais. trouve. Ok. Bon, on a abandonné le 100% de la VO2 max, en tout cas comme base de travail. Ouais. Et, et puis, on est parti sur des entraînements où on passe justement, à notre sens, plus de temps à VO2 avec des courses plus longues, en fait. OK. Parce que On du a un coup, peu avant, un c'était la base de ces peu- entraînements-là était de combien? Et puis maintenant, vous êtes passé à… Comment vous les avez modifiés pour optimiser ça? Avant, on était plus sur un schéma 10 fois 400, 20 fois 20, 44 fois 200 avec 30 secondes de pause, des 14, 15 fois 300 mètres avec 45, enfin vraiment des distances qui n'excédaient pas beaucoup, voire pas du tout 400 mètres. Et là, on est passé sur des entraînements où on fait plutôt on fait un peu un truc hybride. Attends, je peux te ressortir un. Prochain, là.
coup, on a mis 4 fois 500 avec 100 mètres de pause, enchaîné par 3 fois 600, il remonte à 1000, et après 2000. Donc, du coup, on a vraiment des courses plus longues. Kilométrage aussi total de l'entraînement qui augmente un petit peu. Mais oui, vraiment des courses plus longues, on passe plus de temps à VO2. Ok. Avant, on avait, on était hyper précis dans le sens où on disait, soyez à 100% VO2, et on leur donnait le temps précis auquel on voulait qu'ils aillent, et puis maintenant, on leur donne plutôt la fourchette, justement, la zone VO2. Ok, super intéressant. Maxime, tu as pu les tester, ces séances un peu plus longues déjà? Non? Encore, non. Ok. Pas encore. Bon, elle commence demain, le nouveau. Excuse-moi, Ouais, David. nouveau, on n'a pas encore fait. Ouais. Bon, le Ah, 6 fois d'accord. 100, on avait ajouté, comme a dit Max, une course plus longue avant. Typiquement, à des entraînements, c'était 2 fois 1000 mètres, 3 fois 500. Mhm. Et, bon, très apprécié par les athlètes. Des bons retours. Mais presque plus facile que. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Max, du retour qu'on a eu, mais j'avais un peu la sensation que c'était presque plus facile pour eux ça que de s'envoyer 10 courses 10 fois 400. Ouais, je pense que. Bon, moi, j'ai pas pu faire ça parce que je me suis blessé à ce moment-là. Donc, j'ai fait la même principe, mais à vélo. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, tu as cette longue course qui te fait automatiquement monter en direction de la VO2, on va dire ça comme ça. Et après, tu as ces 3, 4, je ne sais plus combien on avait mis, 4, 5, 6, ça dépend des semaines, mais course un peu plus courte, qui se rapprochait de ce qu'on faisait d'habitude. Ensuite, une grande pause. Je sais pas. Je pense que c'est quand même un petit peu moins dur, déjà psychologiquement, tu vois. Déjà, tu Mhm. as 2 blocs, tu as une bonne pause au milieu. Euh, Après, tu as une longue course au début surtout pour les coureurs de cours, entre guillemets, coureurs de 800 mètres, mais qui leur fait un peu mal Mhm. psychologiquement. Mhm. Mais tu n'as pas cette accumulation d'efforts que tu as sur un 14 fois, 15 fois 300 mètres, où là, les premiers, tu te dis, bah, c'est du gâteau, et puis après, ça commence à taper, quoi. Mhm. Franchement, c'est pas inintéressant. Il est quand même assez cool. On avait quand même diminué les pauses au milieu, donc ça devient quand même assez dur. Enfin, j'ai trouvé quand même que les athlètes étaient entamés à la fin, mais ça nous a pas complètement convaincus, je dirais. Mhm. Parce que, C'est quoi? C'est le ressenti effort qui n'était pas assez important? ouais, exactement, ouais. En gros, c'est ça. Mhm. Ouais, Ouais. C'était faudrait. trop bas, quoi. Ouais, ouais, non, ce qui est tout à fait possible, c'est, tu penses que ça peut être ajusté pour justement augmenter un petit peu ce ressenti de, est-ce que entre guillemets, le bloc de pré-fatigue, il était intéressant à ton avis et après tu peux partir sur tu vois, pour économiser entre guillemets un petit peu de temps, ensuite partir sur des une minute ou un format qui rejoint un petit peu plus ce que vous faisiez avant? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur l'enchaînement du tout, tu vois ce que je veux dire? Je Mhm. pense que l'idée est bonne parce qu'en fait, l'idée de ces changements de distance, de ces raccourcissements de pause, etc., c'est quand même le parti qu'on a choisi aussi sur le cycle de travail qu'on commence aujourd'hui. Mhm. Avec, tu vois, comme disait David, on a des 500, des 600, des 1000, des 2000, différentes choses qui s'agencent avec différentes vitesses sur ces courses-là. Tu vois, tout au-dessus, tout dans la zone de VO2, mais forcément, on ne va pas prescrire le
le 2000 à 23 km/h et les 500 à 18. Enfin, ça serait débile. Euh, et, mais du coup, dans l'entraînement dont on avait discuté, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire peut-être tout enchaîner, quoi. Faire 1000 mètres, je ne sais plus après ce qu'on avait mis, mais 1000 mètres, 6 fois 300 mètres avec 30 secondes ou 40 secondes de récup, re 1000 mètres, re 6 fois 300, re 1000, tu vois, un truc un peu en une sorte de château fort, un peu. Moi, je pense surtout Tu vois, que le cycle qu'on vient de faire, on s'est fait avoir dans le sens où on a mis à peu près le même kilométrage total de l'entraînement, quand c'est 400, etc. Et je pense pour arriver à booster de l'entraînement aussi haut qu'avant, avec ce format-là, on doit mettre plus de temps. Enfin, on doit faire plus de répètes. Du coup, Ouais. avec Et donc, 3 fois 500, on va rajouter un bloc, je pense. et donc, la question, je pense, se pose aussi à ce moment-là. Si tu vas devoir engranger plus de kilomètres pour un effet similaire, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'après, tu as aussi le coût de faire 50% du travail en plus pour avoir le même résultat au niveau de l'adaptation. Bon, c'est une question qui se pose. Et après, est-ce que les kilométrages en plus, enfin, on sait à quel point le volume est important de toute manière pour la performance, mais à quel point ce 50% de volume en plus, il va être bénéfique par rapport à la différence d'intensité qu'on va voir, parce que forcément, ça va être à une intensité relative un petit peu plus basse par rapport comme vous disiez avant, les répétitions sur les 400 ou les 300. Donc après, c'est déterminer lequel des deux est le plus important en fait. Est-ce que c'est cet autre format-là avec des kilomètres en plus qui va être important ou bénéfique, ou est-ce que c'est en gros avoir un minimum de courses pour avoir l'effet, l'adaptation maximale? Certes. Et d'ailleurs, pour le cycle prochain, on n'est pas parti là-dessus. On a augmenté les courses courtes, puis pas les longues. Ouais. Ce qui fait qu'au final, on n'augmente pas tant que ça les kills et on espère atteindre l'objectif visé par rapport à cette sûreté. Ouais, ce sera intéressant d'avoir votre retour du coup sur comment ça se passe par rapport à ça. Je crois qu'on arrive gentiment au bout du premier rapport avec Max. Est-ce qu'il y avait des choses, Max, que tu voulais regarder en particulier sur celui-là ou est-ce qu'on passe au suivant? Non, on peut passer au suivant. On peut passer au suivant. Ça marche. On regarde qui, Lucas ou Romain Bon, d'abord? celui qui devient en premier, c'est égal. On va faire Romain. Donc Romain, donc coureur plutôt de 800 lui, hein? 400-800? Ouais, exact. Ok, donc pour lui, mêmes intervalles que pour toi, Maxime, à partir de 10 km/h jusqu'à 15, ensuite un rampe progressif. Il s'arrête un peu plus tôt que toi, il s'arrête à 19 km/h. Fréquence cardiaque max 186 et puis une VO2 quand même assez conséquente à 74 millilitres par kilo par minute avec une VO2 absolue à presque 5 litres qui est vraiment très bien aussi. Ce qui ressort chez lui, c'était capacité respiratoire et l'aspect cardiaque aussi. On regardera ça dans un instant. Ce qu'il y avait au niveau donc, très grosse capacité pour lui, gros volume pulmonaire. Par contre, de manière relative, une puissance expiratoire qui est faible par rapport à son volume, donc un ratio qui est très bas par rapport à ce qu'on recherche. Donc là, c'est plus au niveau de la puissance expiratoire qui peine. Au niveau fonction, légère hyperventilation aussi. Encore une fois, je pense que 10 km/h, ça demande, pour des coureurs de votre calibre, ça devrait rester en dessous des 20 respirations minutes. Je pense que ça devrait être assez facile à faire. Et après, maintenir ça, en tout cas sur les 2-3 premiers intervalles, en tout cas sur les vitesses qu'on a vues ici. Il a quand même un volume courant optimal à près de 5 litres. Il n'utilise que 3. Donc là aussi, un potentiel d'utilisation un petit peu plus grand pour lui de faire mettre à profit ce volume par rapport à plutôt de la fréquence qu'il utilise normalement. Cardiovasculaire, on a au repos 45, donc de très bonne valeur pour un coureur. Amplitude cardiaque entre 120 et 186. Donc,
on voit déjà une fourchette un petit peu plus petite que ce qu'on a par exemple vu avec toi, Maxime, où on voit qu'il commence déjà plus haut, à 126 et il termine un petit peu plus bas à 186. Alors, c'est pas grave, c'est simplement comme ça, mais c'est une chose à garder en tête. Récupération cardiaque moins importante que chez toi, on le voit de 10 à 20 battements de différence à ces bases d'intensité. Encore une fois, différents athlètes, différentes disciplines. Donc, le fait qu'il soit moins efficient que toi à ces bases d'intensité, c'est peut-être pas si surprenant que ça, en fait. Mais c'est quand même quelque chose à relever. Je pense que pour un coureur, ce serait idéal de voir en tout cas 20 à 25 battements de récupération par minute de repos, ce qui n'est pas nécessairement le cas ici pour lui, même à 12, 13, 14 km/h. Donc, peut-être quelque chose à travailler. C'est rien de, on va dire, flagrant, mais c'est peut-être un petit aspect qui peut être adressé. On a quand même une tendance qui continue à monter au niveau cardiaque ici. Ici, on a eu le DFA depuis le début, donc ça nous a permis de mieux trianguler ce premier seuil pour Romain. Au niveau métabolique, comme on l'a vu avant, donc des courbes un petit peu différentes des tiennes, ou on va dire une descente plus agressive, même à entre guillemets basse intensité. Par contre, après, une pente moins significative au niveau de la désaturation à haute intensité, d'où notamment de par son profil, de par son événement de prédilection et de par comment il est fait, on va dire. Après, un ischio gauche, je ne sais pas si on avait parlé de blessures antérieures ou de soucis qu'il avait peut-être eu dans le passé. Non, Il n'a je crois pas, non. pas de soucis aux ischios de manière générale? Non. Il n'a Ok. jamais eu de problème, en tout cas pas à ma connaissance. Ok, écoute, c'est toujours, faut toujours se dire, est-ce que la mesure est bonne? Est-ce que le signal était identique des deux côtés quand on a placé les capteurs? Donc ça, c'est toujours un point de réflexion quand tu vois quelque chose sur le Moxi qui ressort et qui n'est pas normal, entre guillemets, c'est de se dire, est-ce que la mesure était exacte à ce moment-là? Est-ce qu'on peut vraiment en tirer quelque chose ou pas? Donc s'il n'a pas eu de souci nécessairement dans le passé avec ses ischios, peut-être que c'était simplement une histoire de placement de capteur, c'est possible aussi, parce que suivant où il va être placé sur l'ischio, ça va peut-être pas répondre, pareil, mais quoi qu'il arrive, on voit une bonne correspondance gauche-droite sur les quadris, et puis qu'est-ce qu'on voit? Mollet 1, mollet 2, une petite différence aussi à ce niveau-là, mais encore une fois, s'il n'y a rien de significatif qui ressort de son côté en termes de ressenti, de passé de blessure, etc., ce n'est pas nécessairement quelque chose sur lequel je m'attarderais beaucoup. Parce que là, je te coupe juste, Sean. Vas-y, tu as raison. On est d'accord que si la courbe, par exemple, la courbe des ischios, de l'ischio gauche, elle est en plus haute, on va parler vraiment très visuel, hein. Ça signifie quand même qu'il utilise moins son ischio gauche que son ischio droite, on est d'accord? Théoriquement, oui. Surtout, en gros, Théoriquement. ce que je dirais oui par rapport à ce que tu viens de dire, mais pour une raison légèrement différente. Pas le fait que la valeur du SMO2 soit plus haute de manière absolue, mais tu vois la nature beaucoup plus dynamique du côté droit. Donc, tu vois, ça descend, ça Ouais, monte, ça descend, ça c'est monte. la nature volatile de la courbe. Là, on a Ouais, une courbe vraiment qui est plate, quoi. ouais, exactement. Quasiment. Donc, ouais, je dirais que si je devais en conclure quelque chose, c'est qu'il utilise beaucoup plus à droite qu'à gauche. Mais après, est-ce que c'est le cas? Ça, c'est peut-être, tu vois, ça, c'est le genre de situation. Si on avait une suspicion de soucis ou de déséquilibre gauche-droite, ça, c'est peut-être là où faire des tests en isocinétique avec une structure qui a ce genre d'appareil en unilatéral, ça peut être intéressant. Tu vois, est-ce qu'il y a peut-être une grosse différence de force, de production de force entre le côté gauche et le côté droite? Peut-être que oui, peut-être que Ouais, bien sûr. tu vois ce que je veux dire. Peut-être que oui, peut-être que non, ouais, c'est clair. Peut-être Ouais. c'est aussi lié au fait qu'on tourne toujours dans le même sens, hein. Ça aussi, après, c'est quand même assez significatif comme différence C'est violent, hein. et tu ne le vois pas sur les quadrilles nécessairement. Et donc, voilà, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? C'est toujours difficile de faire la part des choses dans ces cas-là. Et tu vois que les mollets sont un peu inversés en plus. Tu vois que le mollet droit, il est haut
ici en violet, et puis le mollet gauche, il est très bas ici, alors que c'est l'inverse au niveau Ouais, ouais. des ischios en haut. Donc, voilà, encore une fois, est-ce que ça nous dit quelque chose est-ce qu'on voit vraiment quelque chose dans ce signal ou pas? Encore une fois, c'est toujours difficile de le dire sans avoir d'informations supplémentaires par rapport à ça. Non, non, c'est clair. Ça donne, disons, s'il y a un passif de blessure, là, ça peut expliquer quelque chose, Ouais, tu vois. ouais, Pour mon cas, exactement. avec mes ischios, où on voyait vraiment que les ischios, les courbes, elles étaient quand même beaucoup plus plates que sur les quads. Bon, après mes 27 déchirures, voilà, ceci explique cela, quoi. Ouais, toi, voilà, Ouais, tes ischios, les deux, ils ressemblaient à son ischio gauche, tu vois. c'est ça. Donc, Donc là, est-ce qu'il recrute différemment pendant sa course? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau d'un déficit de force ou un déficit, et ça peut être un déficit vasculaire aussi, hein, vu que c'est l'équilibre apport-utilisation, eh ben, s'il y a beaucoup plus d'utilisation d'un côté que de l'autre, ça peut avoir un impact sur le signal aussi. Tu vois, peut-être que ouais, ça veut peut-être dire qu'il y a un moins bon apport au niveau de l'ischio droite. Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile de faire la part des choses entre les deux côtés parce que tu as toujours les deux côtés de la pièce, on va dire. Euh, pour ouais, ces, bien sûr. pour ces seuils et ces intensités d'entraînement, est-ce que ça, c'est des valeurs qui recoupent un petit peu ce que vous aviez, vous, comme base pour lui? Euh, oui et non. Euh, le haut du tableau, oui, le bas, non. Euh, Ouais, en bah, fait, ouais, pardon? vas-y. Vas-y seulement, ouais. Je pense que ce qu'on a vu, enfin, ce que montre ce tableau quand même, c'est que il a un seuil aérobie qui est quand même bas, voire Ouais, très bas, je trouve. ouais, Et on a fait, excuse-moi, on a fait une petite analyse de ses entraînements euh, récents et passés par par l'analyse de ses footings en fait, d'endurance de base, si on veut bien. Et ouais, en fait, il les fait beaucoup trop vite, ouais, beaucoup trop vite. Et ça a quand même, ça souligne un élément où on a eu notre ami Roro qui a eu une petite faiblesse cet été, qui n'était pas au top du top. On a cherché plusieurs explications et puis pour moi aujourd'hui, la meilleure explication, c'est que comme il fait tout le temps ses footings trop vite, il travaille toujours entre les zones 3 et 6 ou 7, je ne sais pas combien tu as mis de zones, 6, ouais, jamais en zone 1 et 2. ouais. Et, et il est creux. Ouais. Ouais, ça, je pense que ça, c'est une bonne remarque et bah, vous le savez mieux que moi, hein, l'importance du travail de fond pour la tolérance de l'intensité et du volume de travail. Et comme tu l'as dit, si l'intensité est pas calibrée proprement pour cet athlète à ce moment-là, eh ben, il va y avoir un déficit au niveau de cette tolérance de la charge d'entraînement. Et comme tu l'as dit, une accumulation de fatigue plus importante. Après, le 11,5, il était presque un peu, entre guillemets, agressif vers le bas pour moi, dans le sens où de ce que je regarde, bah, note que la plupart des choses ressortent à 11,5 ici. Il y avait la respiration qui ressortait à 12,5, cardiovasculaire, ça c'était sur le DFA, il me semble, qui était 11,5 aussi. Donc, c'est définitivement entre 11,5 et 12,5 que les choses commencent à se passer. Mais tu dis, même par rapport à ça, il courait trop vite. Il était tout le temps en zone tempo. Tout le temps tempo, ouais. Ouais. Ouais, Ouais, puis tout le temps, il n'était pas à 12, quoi. ouais, il Il était était pas à Peut-être, 12. plutôt entre 13 et 14, quoi. ouais, Ouais, ouais. ce qui fait très très vite pour lui, quand même. Mais Bah, ce qui fait définitivement dans la zone tempo. Ouais, on est d'accord, mais par contre, sur le terrain, c'était facile, quoi. ouais, c'est ça. C'est Bah, ça, c'est ça qui est difficile, enfin, qui est très bien, enfin, ce genre de test révèle, parce que sur le terrain, tu n'as aucun moyen de lutter qu'il est en zone tempo, quoi. ouais. En fait, oui, Ouais, c'est ça. tu pourrais le faire. Tu pourrais avec bah, justement avec le DFA, dont on a parlé un petit peu, Max, juste avec une ceinture de fréquence cardiaque. Si tu as un Ouais, H10 par exemple qui est bien précis,
et ben, tu vas pouvoir enregistrer tes RR et puis après, tu peux simplement mettre le fichier RR. Effectivement. Oui, oui, mais je disais que visuellement, Ah ouais, non. à aucun moment tu te doutais qu'il n'était pas en l'occurrence fondamentale. Ouais. Ouais, c'est ça qui est dur. Et je pense que c'est en ça que nous, enfin, c'est ça qui nous aide à fond. Mhm. C'est que là, on arrive à être très précis et puis on peut lui calibrer son endurance fondamentale et puis et il va se faire un peu chier, mais il sera que meilleur après, quoi. Ce seuil 1, il faut absolument qu'il soit plus vers haut. C'est vraiment mauvais. Là. Ouais, là, c'est vraiment pas top, top. Mhm. Et Ben, mais en tout tu vois, cas, je au pense que niveau- ça vient aussi de sa carrière. Enfin, il est arrivé, c'était le plus jeune dans un groupe déjà d'adultes. Donc, il a toujours voulu courir avec nous. Et en fait, il a Mhm. jamais de sa vie, il a fait de la zone 1, zone 2. Ouais, c'est ça. Enfin, maintenant, oui, parce qu'on l'oblige, mais mais voilà. Donc, ben, en tout cas, ça, pour nous, ça répond à 1000 questions qu'on se posait l'année passée. ouais, clairement. La photo, il s'est épuisé parce qu'il n'était jamais en récupération. Ouais, c'est- Bah, c'est super intéressant en tout cas que vous ayez ce retour sur justement ce bas du tableau justement qui paraissait bas hein. Quand on en a discuté, tu disais ouais mais c'est vachement bas. Mais au final, il semblerait que ça se tienne par rapport à ce que vous avez observé, et ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait dans le passé et ce dont il a besoin maintenant. Exact, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est clairement ce qui lui a manqué, ce qui lui a manqué cet été, c'était la fraîcheur du travail, la fraîcheur de travailler en zone 1 et 2, quoi. Mm. Et Mm. ça, pas de miracle, hein. Non, non, c'est clair. Il y avait autre chose qui ressortait sur son profil à lui? Tic, tic, tic. Non, je crois pas. Pas trop mal au niveau de l'extraction aussi, donc il est aux alentours des 15, il est dans les 15. Mais comme toujours, ça peut être tiré vers le bas encore plus, comme on a dit avant, avec un peu plus de tolérance au CO2 et donc juste une meilleure utilisation de sa respiration, on va dire. Euh, on regarde Lucas après. Ouais, Donc Lucas qui est un cas super intéressant et qui ressort clairement au niveau non seulement respiratoire, mais aussi cardiaque de mon côté en tout cas. On voit, bah, de prime abord, on voit une VO2 max qui n'est pas très élevée par rapport à son niveau de course. Donc ça, c'est la première chose qui ressort. Et un plateau assez significatif au niveau de la fréquence cardiaque en fin de test. Ça, on y reviendra sur le côté cardiovasculaire. Et une fréquence cardiaque à des intensités assez basses qui sont très, très élevées par rapport à ce qu'on voit chez la majorité des coureurs. Donc déjà un petit peu en dessous au niveau de sa capacité, donc une petite restriction au niveau respiratoire. Donc limitation de sa capacité à expirer et au niveau volume également. Donc ça, c'est en dessous de 100%, ça, pour un athlète d'un bon niveau, je mets toujours un C si c'est en dessous de 100%. Fonction respiratoire, donc une hyperventilation assez importante dès le début du test. Donc, il est à 40 respirations minutes à 10 km/h. Donc, je pense que ça, ben voilà, il peut le couper en deux. Volume courant, ben, il peut utiliser un petit peu mieux. Il a encore pas mal de place. Mais c'est surtout ça qui ressort. Ben, tu vois, il n'y a pas vraiment de changement déjà. Alors, pas que ce soit des intensités qui nécessitent nécessairement de gros changements de fréquence respiratoire, mais en gros, il est entre 40 et 45 à toutes les intensités qui sont assez basses. Donc ça, c'est très, très haut quand même. Et je ne sais pas si ça ressort sur sa fraction d'extraction. Je vais juste voir si je trouve le graphique qui devrait être ici. Ouais, donc tu vois il est largement au-dessus de 16. Il est entre 16 et 17% de fraction d'O2 expirée, alors qu'avec toi et Romain, vous étiez dans les 15. Hein, et donc, idéalement, on aimerait voir 15 ou même en dessous. Mais donc là, il est déjà largement au-dessus de 16. Donc, je ne serais pas surpris de voir ces valeurs qui tombent assez drastiquement avec une meilleure respiration.
Ce qu'on voit ici, donc ouais, fréquence en bleu, donc ouais, 40-45. Il monte jusqu'à 60 respirations minutes. Il arrive quand même à tenir son volume courant au-dessus de 2 litres jusqu'à la fin ici. Mais voilà, il a encore de la place au niveau volume. Donc, et tu le vois d'ailleurs à la fin du test, il baisse sa fréquence respiratoire et il augmente son volume courant. On aurait voulu voir ça pendant le test plutôt qu'après, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça nous dit qu'il a encore pas mal de place pour changer ça. Donc ça, c'est au niveau respiratoire. Donc, il a un peu de travail à faire de ce côté-là, je dirais. Ouais, ce qui ressort donc au niveau cardiaque, c'est le plateau qu'on voit à haute intensité là. Donc, tu vois qu'à partir de 18 km/h et demi, 19, il est en plateau pendant 2 bonnes minutes, ce qui est assez significatif. Et le fait qu'à 10 km/h, il soit déjà à 150 pulses, ça me paraît très, très haut. Je sais qu'il avait eu des soucis à ce niveau-là quand il faisait du tri, c'est ça? Mhm. Sur le vélo Ouais, notamment. je crois qu'il s'était évanoui en vélo 1 ou 2 fois. Il avait fait des tests, je sais plus Ouais, il avait. exactement ce qu'il avait dit. David? Ouais, moi, j'étais pas au courant, alors, toi. Ouais. Ouais, il avait dit qu'il avait eu des soucis et puis qu'il était allé faire des tests et je crois qu'ils avaient diagnostiqué une hypertrophie du ventricule droite. Euh, ça va un petit peu plus loin que mon domaine de compétences et d'expertise. Donc ça, je pense que je ne sais pas si ça nécessite quoi que ce soit en termes de tests supplémentaires. Mais en gros, il semblerait que vraiment son cœur, il ait beaucoup de peine il a pas la capacité nécessaire pour répondre à l'effort, en gros. Et ça, tu le vois avec le plateau à la fin et tu le vois aussi avec la fréquence qui est très, très haute. Donc, est-ce que c'est à cause du ventricule droite? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, tu vois, il a une très bonne fréquence cardiaque au repos à 41 battements par minute, qui est très très bas. Mais voilà, dès le moment où il se met à courir, il a des valeurs qui sont extrêmement hautes et avec des récup aussi qui sont très très basses entre les intervalles. Donc en dessous de 10 battements par minute, même à 13 km/h. Donc un petit peu mieux à partir de 14-15. Donc ça, c'est une chose qui me met la puce à l'oreille, en tout cas qui ressort comme étant assez différent des autres, on va dire, des autres athlètes testés. Et encore une fois, qui peut-être nécessite des tests supplémentaires. Est-ce que c'est quelque chose de, de très, très limitant ou pas? J'aurais de la peine à le dire, mais encore une fois, je pense que c'est plus du côté médical à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ressort au niveau cardiaque et qui, je pense, peut être investigué un petit peu plus parce qu'il semblerait que, ouais, il a un très bon développement au niveau cardiaque de par sa fréquence cardiaque au repos. Mais donc, pourquoi est-ce que son cœur il commence à battre aussi vite? Euh, Tu vois, si on se dit que si on pouvait le faire économiser 10 battements par minute, par intensité, déjà, il aurait la possibilité d'aller plus haut, plus loin. Mais donc, ça, c'est un truc qui ressort pour moi sur son profil à Lucas. Et puis, comme je le disais aussi, ben, on le voit si on va juste sur les graphiques Moxie après. Tu vois cette pente descendante, en gros, au cours des intervalles de travail, même à basse intensité, hein, à partir de 12, 13, 14, 15 km/h, tu vois qu'il y a une pente négative pendant le travail, alors qu'à ces intensités qui sont basses, on voudrait voir une pente qui soit positive, soit qui soit plate. Tu le vois ici aussi, tu le vois sur l'ischio qui tombe, qui tombe, qui tombe, et puis qui reste à 40 avant de retomber vers le bas. Ici, on voit un petit peu moins, on voit une bonne récup quand même entre les intervalles, même si on pourrait voir des récup un petit peu plus prononcées. Avant-bras, ça c'est une réaction qui semble assez normale. Mais quoi qu'il arrive, moi, vraiment, ce qui ressort, c'est ouais, sur ce droit fémoral et l'ischio, de voir des courbes descendantes à si basse intensité, ça me perplexe. Ça me rend perplexe et couplé avec en guillemets, la surcharge cardiaque qu'on voit, ça me mène à dire il semblerait y avoir un souci au niveau de l'apport d'oxygène. Mais après, est-ce que c'est le cas ou pas?
encore une fois, ça va un petit peu au-delà de mes compétences. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en pense que ça va aussi au-delà de mes compétences. Pareil. Faut savoir quand on est plus compétent. Ouais, Oui, faut qu'on regarde aussi avec Mais lui. effectivement, tout ce que tu avances, c'est quand même, si ce n'est inquiétant, à investiguer, quoi. ouais. Bon, le fait qu'il ait déjà eu des tests, qu'il ait eu des soucis Ouais, pour passer à vélo, qu'il n'y a plus de soucis récemment, c'est positif. Mais encore une fois, ouais, bien sûr. si c'est quelque chose qui le limite grandement dans sa course, ce qui semblerait être le cas en tout cas, ou une des choses qui le limite à l'heure actuelle, peut-être que ça vaut la peine d'aller creuser un petit peu plus loin avec lui. C'est ça, surtout que, enfin, moi, ce que je me dis, tu vois, c'est que il a fait ces tests-là quand il était à haut niveau, au niveau du triathlon. Mhm. Quand il est arrivé chez nous, on a décidé de changer quand même son entraînement pour en faire un coureur de 800 pour développer des capacités qu'il n'avait pas en tant qu'athlète, en tant que triathlète. Et donc, ce qu'on voit, c'est que son profil, il a drastiquement changé. Mhm. Il disait, quand, le dernier test effort qu'il avait fait au niveau du tri, qui était à vélo, il avait une VO2, je crois, à 72. Et là, Mhm. il sort à 60. Donc, même si on est à plus ou moins 3% d'erreur, il a quand même baissé. Ouais, ouais, et il est 60 en course à pied en plus, parce que en sachant qu'en Ouais. course, tu vas en plus monter en général plus haut que sur le vélo. Donc, s'il était à plus de 70 sur le vélo et que maintenant il est à 60, c'est clair qu'il y a. Est-ce que vous savez s'il a eu le Covid entre-temps? Oui, Euh, non, il l'a pas eu, je crois. C'est Sarah qui l'a eu, il n'y a personne d'autre. Il y a Sarah et moi qui l'ont eu dans le groupe. ah oui, c'est juste. Ouais. Ok. Parce que ça aurait pu aussi, au niveau tu vois, au niveau cardio-respiratoire, on sait que la microvasculature, elle est affectée. Donc ça peut être quelque chose qui touche au poumon, qui touche au cœur. Mais encore une fois, ça va un petit peu trop loin pour que je me prononce sur quoi que ce soit. Ouais, moi aussi. Ok. Du coup, Mais je pense qu'il faut quand même, on va en parler avec lui. ouais, je pense Puis que il ça peut être. faut, voilà, s'il veut investiguer plus loin, faut qu'il fasse. Ouais, On ouais, peut pas absolument. l'obliger. Euh, et du coup, il nous reste Sarah. Sarah, donc 55 de VO2 max. Je ne sais pas si tu as des valeurs normatives pour ton groupe de coureurs au niveau des féminines. Non? Ok, bon, Bon, il y a des valeurs dans la littérature, mais ouais, on n'a pas trop de valeurs normatives chez nous. ok. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un intervalle de moins avec elle, hein. On a fait 7, 8, 9, 10, 11. Et ensuite, on est passé sur le ramp. Euh, Elle a terminé à 15,5. Euh, elle, 15,5. Elle a fini le palier de 15,5 donc. Et puis, donc Mhm. là, ce qui ressort, cardiaque et métabolique pour elle. Euh, donc, on a respiratoire un petit peu en dessous au niveau de sa valeur relative, avec des très bons pourcentages autrement, hein, en termes de normes. Donc, elle est largement au-dessus de la norme, mais le ratio est un petit peu bas. Pas quelque chose de trop affolant vu sa capacité, mais qui peut être un petit peu toujours travaillé, mais encore une fois, assez petit. Ici, ben, bonne fréquence qui pourrait être encore basse, encore plus basse, comme c'est un petit peu le refrain de tous les tests qu'on a fait. Donc, qui peut respirer un petit peu plus lentement, qui peut respirer un peu plus profondément. Je vais voir ce qui se passe au niveau de sa fraction d'extraction. Ici, donc ouais, tu vois qu'elle est en dessus de 16 aussi, à part sur le début des deux premiers intervalles, mais entre 16 et 17, donc largement de quoi faire en termes de travail pour justement augmenter un peu cette tolérance, à se dire que tu vois, quand elle est à haute intensité, là, elle est en dessus de 17, donc elle extrait 3,5% alors qu'elle pourrait techniquement extraire le double, tu vois.
Donc, je pense que si tu regardes ça et tu regardes aussi le peu d'extraction au niveau d'oxygène ici, je pense que ça concorde assez bien. Donc, il y a du travail à faire de côté respiratoire pour elle. Et après, ben, cardiovasculaire, ouais, elle m'avait donné 65 comme valeur de fréquence cardiaque au repos, ce qui est très haut quand même pour une athlète de ce niveau-là. Est-ce que je ne sais pas si on saute un petit peu en avant en termes de ses seuils, est-ce que elle s'entraîne avec vous aussi? Elle court trop vite? Non, alors elle court pas trop vite, je pense, en zone 1 et 2. Ouais. Peut-être un petit peu, mais c'est histoire d'être à 10,5, 11. Tu vois, c'est vraiment, on est sur le seuil. Enfin, soit dessus, soit un petit peu après. Tu vois, après, c'est toujours la même chose. C'est pas une valeur fixe pile à 10,000 qu'il se passe quelque chose. Tu vois, Mhm, mhm. c'est une zone de passage, comme une frontière. Ouais. En fait, nous, notre interprétation de ce résultat, du résultat de ce test de Sarah, c'est que Sarah elle est en surfatigue. Ah, Fréquence cardiaque au repos hyper haute. Ouais, mais ça, Zone. je me demande juste à quel point elle ne s'est pas bougée, puis elle a donné sa fréquence cardiaque quand elle est assise au moment où elle remplit la feuille. Tu vois. Ouais, alors, ça, c'est le premier biais d'erreur, effectivement. ouais. C'est qu'elle regarde sa montre, tu vois. Moi, je peux te dire maintenant, je suis à 80, je suis haut. C'est pas ma fréquence cardiaque au repos, tu vois. Ouais. Euh, Non, c'est clair. Mais mais disons, on n'a pas tout misé sur une fréquence cardiaque au repos, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que les zones d'intensité, plutôt VO2 et seuil, nous ont paru quand même basses. Sur la VO2, on avait Mhm. quand même l'habitude avec elle de travailler un petit peu plus vite que ça. Ouais. Euh, donc ça nous a quand même un peu mis la puce à l'oreille. Et tu vois, c'est la vision globale, quoi. C'est pas forcément que les résultats du test. C'est vrai que Sarah, elle est alignée en sport, donc elle a une charge d'entraînement qui est différente de nous qui faisons du sport que à l'entraînement, tu vois. Mhm. Euh, Enfin, elle fait beaucoup de choses, donc forcément, elle a une charge globale qui est très élevée. Donc, on a préféré la mettre un peu en repos préventif en amont aussi de ses échéances universitaires. Tu vois pas qu'elle arrive complètement cramée à ses examens. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ouais. Et de combiner un peu ça, mais c'est assez compliqué avec des étudiants en sport à trouver le bon dosage. Ouais. Et ça Voilà. ressort de son côté, elle. Enfin, ça se tient de ce que tu me dis là, de ce que vous me dites là. Tu regardes le Moxie aussi. Ça, c'est clair que ben, une non-habilité à recruter et à utiliser, ça va dans le sens du surentraînement aussi. Donc ça, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé honnêtement, mais qui, maintenant que tu le dis, ça a du sens et ça peut expliquer le profil qu'on voit au niveau de l'oxymétrie. Ça, c'est sûr. Euh, donc, c'est intéressant. Et vous lui en avez parlé? C'est quelque chose qu'elle corrobore ou... C'est moi qui lui en ai parlé, elle était pas très contente. Je sais pas si toi, David, tu as eu des retours de sa part, mais non, j'ai pas eu de retour. elle comprenait sans comprendre, je dirais. Ok, mais c'est quelque Parce chose qu'elle est- qui... Elle s'est retrouvée dedans, enfin, dans son ressenti, dans comment elle performait récemment, etc. ou pas nécessairement? Je dirais que si elle était un peu plus objective, oui. Après, je Hmm. pense que là, elle est un peu embêtée parce que elle est déçue, en fait, tu vois. Ouais. Ouais, c'est jamais cool de se retrouver C'est à... jamais cool que ton entraîneur il te dise, écoute, maintenant, on va calmer le jeu, quoi. Mhm.
ça fait toujours un peu chier, quoi. Ouais. Mais je crois que j'ai mis des bons arguments sur la table. Ok. Donc, elle s'y retrouve quand même un peu, tu vois. Ça fait quand même quelques semaines qu'elle se plaint, qu'elle est fatiguée, qu'elle a du mal à enchaîner et tout ça. Hmm. Et puis, ben, on a décidé de couper dans le vif, quoi. Ouais. Vous utilisez un suivi HRV avec vos coureurs ou pas? Non. Ça, c'est HRV, c'est la variabilité cardiaque Ouais. le matin, là, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, ça, on fait pas. On pourrait. Je sais pas si j'ai toujours, enfin, je suis toujours dans la retenue à recommander ça pour tout le monde, entre guillemets. Mais je pense que dans certains cas, ça peut être intéressant, notamment avec des athlètes qui ont peut-être, je dis ça pas méchamment, hein, mais de la peine à se gérer au niveau ressenti, au niveau effort, au niveau ah, je suis fatigué, mais je m'en fous, je le fais quand même. Il y a toujours bien sûr cet entre-deux où ben, tu es fatigué, tu dois quand même faire le travail. Ça ne veut pas dire que tu dois rien faire, mais il y a aussi des moments où la fatigue te dit que tu dois un petit peu calmer les choses. Et des fois, pour ces athlètes-là, d'avoir une valeur externe ou une valeur quantifiable, on va dire objective, si on veut, euh, qui vient de l'interne au niveau physio, ça peut les aider à mettre les choses en perspective et à se dire, ah ben oui, en fait, les données, elles vont dans ce sens-là, donc il faut que, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça peut être quelque chose en tout cas à considérer, je pense que ça peut être intéressant. Mhm. Ouais, effectivement. Effectivement. C'est à investiguer. À investiguer. Bah écoute, si je ne me trompe pas, on a fait le tour des rapports. Il me reste encore une dizaine de minutes. Je ne sais pas s'il y avait des points que vous vouliez discuter un petit peu plus en profondeur ou parler de la suite potentielle des opérations. Moi, j'aimerais bien un peu, si tu as un peu des inputs, bon, on en a déjà beaucoup parlé, hein, mais de l'entraînement respiratoire, tu vois. Hmm. Parce qu'il y a, il y a le travail avec le SP100 que je fais, il y a le travail de diminution du rythme cardiaque sur les endurances. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres lignes directrices que tu pourrais nous donner, comme on a vu que c'est quand même c'est un point de rencontre chez les 4 athlètes qu'on a là, euh, pour juste guider un peu notre recherche, parce que je pense que si je tape entraînement respiratoire dans PubMed, j'en ai pour toute ma vie à lire ce qui sort, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas si toi, tu as des choses dans cette optique-là. C'est encore un domaine que je suis en train de creuser. Cet après-midi, je fais un podcast avec Andrew Sellers, qui est le cofondateur de VO2 Master et qui, lui, travaille Ouais, avec l'entraînement respiratoire depuis 20 ans. Et donc, j'espère pouvoir ok. extraire quelques informations intéressantes à ce niveau-là, de choses pratiques qui peuvent être mises en place, au-delà, justement, comme tu l'as dit, des outils respiratoires qui sont à disposition. Euh, Mm. mais je pense que déjà, avec ce que tu as, avec ce dont on a discuté, donc le P100, c'est vraiment le. Enfin, j'en ai un, donc je te l'ai prêté, mais c'est de loin pas un outil qui est accessible à tous les Ouais, c'est ça. athlètes. Je pense que même, il y a un petit outil qui s'appelle The Breather qui vaut une cinquantaine de francs. Je pourrais t'envoyer le lien, je suis affilié avec eux. Mais en gros, c'est un petit outil de résistance respiratoire. Donc, tu peux appliquer, tu as deux petites molettes, une pour la résistance inspiratoire, une pour la résistance expiratoire. Et tu peux faire ça à hauteur de 30 respirations par jour ou tous les 2 jours suivant tes entraînements. Après un entraînement de renfort, par exemple, ou en tout cas loin des entraînements de course, comme tu l'avais bien vu, quand tu fais vraiment du travail spécifique dessus, tes muscles ils prennent un coup et tu ne peux pas derrière aller faire une séance VO2 max et penser être à fond. Donc ça, c'est des petits outils, je pense, qui peuvent être accessibles à tous. Après, au-delà de ça, dans l'entraînement lui-même, en dehors de l'entraînement, tout ce qui est tolérance au CO2, ça, tu peux le travailler. Tu as tout ce qui est de la méthode Buteyko, tu as tout ce qui est vraiment juste là, on en a parlé de la tolérance au CO2, donc tout ce qui est
retenir sa respiration, même quand tu vas marcher, quand tu vas faire des trucs tout simples, pour justement Ok. améliorer cette tolérance au cours du temps, qui va ensuite avoir un transfert sur ta capacité à respirer moins, à mieux extraire et donc à mieux performer aussi. Donc, je pense que ça serait les aspects principaux, on va dire. Je pense que dans ma tête, de la façon dont je l'organise maintenant, c'est tu as vraiment l'aspect gazeux, on va dire, et tu as l'aspect mécanique au niveau musculaire. Donc, ta tolérance au CO2, ça va être un côté de l'équation. Et ensuite, ta fonction respiratoire au niveau de l'utilisation de ta musculature respiratoire, c'en est une autre. Et donc, et Mm. après, il y a plein d'autres approches, et souvent, pas souvent, certaines méthodes d'entraînement vont marier les deux, où Ouais. tu vas avoir des méthodes respiratoires qui te forcent à respirer profondément et lentement et peut-être retenir ta respiration, où tu vas avoir un travail au niveau musculaire et tu vas aussi avoir un travail au niveau de tolérance du CO2. Tu as certains qui sont juste l'un ou juste l'autre. Par exemple, quand tu es sur ces tout petits outils de résistance respiratoire, et ben là, tu es vraiment sur du musculaire, on va dire. Avec le P100, ben, tu as la chance d'avoir le paramètre de volume aussi que tu peux quantifier. Donc, tu peux t'amuser avec ça, être un petit peu plus précis, parce que c'est clair que quand tu as juste la résistance, eh ben l'aspect volume, il n'est pas présent, ou tu ne peux pas le quantifier de manière précise en tout cas. Et tu Mm. ne peux pas non plus respirer ad aeternam dans ce petit truc parce que du coup, tu es en hypocapnie et puis après, ça se passe mal. Donc, d'où l'intérêt d'avoir le ballon, si tu veux, avec le P100. Euh, donc, mais je pense qu'il y a vraiment ces deux côtés-là. Mhm. Et au niveau musculaire, au niveau simplement conscience respiratoire, je pense que toutes les approches extrêmement basiques de respiration, je pense même à des trucs type Feldenkrais. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le bonhomme, mais il a un livre qui s'appelle euh, Awareness through Movement, je crois, en anglais. Et il y a un ou deux chapitres qui sont dédiés à la respiration. En gros, tu es couché sur le dos, tu as une main sur le ventre, une main sur le torse. Et puis, il te dit voilà, respire dans l'arrière de ton poumon droit, respire dans le bas de ton poumon gauche. Et en gros, t'en ressors après, c'est une petite demi-heure, je crois, de travail. T'en ressors simplement avec plus de conscience au niveau de ta cage thoracique, au niveau de ta fonction respiratoire, de comment tu peux utiliser toute la place que tu as. Donc, je pense qu'il y a peut-être un intérêt dans des choses assez simples comme ça qui peuvent être faites même autour de, entre guillemets, de la méditation, de la relaxation, mais un peu plus focalisé sur la respiration. Ça, c'est tout ce qui est mobilité thoracique. Ça peut aussi être quelque chose d'intéressant pour Lucas, notamment, qui est un petit peu en dessous sur ses valeurs de capacité. Donc, s'il a des restrictions au niveau mobilité thoracique, ça peut aussi avoir un impact sur combien d'air il arrive à faire rentrer. Ouais, donc je pense qu'il y a pas mal de trucs. Après, à voir lesquels sont pertinents et lesquels peuvent rentrer dans le cadre du programme d'entraînement. Ça, c'est toujours la difficulté, c'est d'essayer de les intégrer sans trop faire. Mais je pense que pour commencer avec de la tolérance au CO2 sur des courses à basse intensité, même sur des activités externes à la course, sans se mettre en danger, bien sûr. Et ensuite, tout ce qui est mécanique respiratoire au niveau musculaire pour ceux qui peuvent en bénéficier avec Mm. soit des outils, soit du travail entre guillemets, conscience respiratoire, de relaxation de type méditation. Je pense que déjà, rien qu'avec ça, ça peut donner une bonne base et à partir de là, voir si, ça a un effet qui est intéressant ou significatif même. Euh, et ensuite, voir s'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter par la suite. Mais je pense que je commencerai par là. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. Merci. Ouais, ouais, Merci. avec plaisir. David, il y avait autre David, tu chose? avais des questions? Ouais, je crois qu'on a un peu fait le tour. On t'entend plus, David. Ouais, je dis on a vraiment pu faire. Là, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est mieux. Ouais. Je dis on a vraiment pu faire tout le tour des questions qu'on se posait, je crois, avec Max. Euh, il y a quelqu'un qui me vient, donc je pense que ça doit venir. Max, tu avais autre chose aussi? Euh, Non, je crois que c'est bon. De tête, comme ça, j'ai plus rien. Super. En tout cas, merci d'avoir pris le temps pour l'appel aujourd'hui. C'était très enrichissant
pour moi d'avoir votre retour sur ce qu'on a pu faire et ce que vous avez pu en extraire comme information et que vous allez mettre en application. Je me réjouis de… peut-être qu'il faut qu'on fasse le point d'ici 2-3 mois pour voir comment vont les choses. Max, je sais qu'on avait parlé de toute façon de peut-être voir collaborer à l'avenir sur des situations un peu plus de terrain et de voir ce qu'on arrive à faire Ouais, sur une piste. Donc ça, je pense que ça peut être c'est super ça, intéressant aussi. Ouais, exactement. Ah, il y avait un élément qu'on n'a pas regardé, c'était justement les courses rapides là. On n'a peut-être pas le temps là, ouais. Alors mais là, j'aurais les pas le courses temps. rapides en début peut-être. Non, moi non plus. Mais ça serait intéressant qu'on regarde ça une fois. Mhm. Pour, je pense qu'il y a vraiment des choses chouettes à creuser là-dedans. Ouais, Et effectivement, je pense que sur le terrain, il y a plein de choses qui sont à faire. Enfin, je sais pas toi ce que David en pense, mais c'est vrai que bah, déjà, il y a soit pour tester l'efficacité d'un protocole d'entraînement de VO2, je pense que c'est une chose intéressante, mhm. ou voire même, et c'est même presque entre guillemets un peu plus intéressant, surtout pour des coureurs de piste, quoi. Enfin, donc de distance assez courte, hein, c'est ça que je veux dire par coureur sur piste. De voir un petit peu ce qui se passe sur un entraînement spécifique 800, sur un entraînement de ce type. Tu vois, par exemple, moi, avec mes contraintes d'avoir des barrières, d'avoir une fosse, etc., qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon petit corps, quoi. Mhm. Et finalement, c'est là qu'on va chercher les améliorations plus que euh, sur de l'entraînement, enfin sur ce qu'on a vu sur le test qu'on a fait ensemble. Mhm. Parce que comme je te disais, nous, notre objectif, c'est qu'il court vite sur 800 mètres, pas qu'il soit bien à 17 km/h, ça je m'en fous. C'est ça, exactement. Là, on en revient à la spécificité, le fait de, comme tu l'as dit, ben, être bon dans ton événement, dans ton événement de compétition et comment optimiser ça au-delà de tout le reste. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que je finisse de sortir tous les graphiques pour les courtes, les petits segments qu'on avait fait à haute vitesse, voir ce qu'on arrive à voir au niveau des 30-45 secondes de données qu'on avait pu collecter. Ouais, Et puis, on peut peut-être se refaire un appel d'ici 2-3 semaines pour regarder ça. Et puis, comme ça, ouais, on aura déjà matière à parler de là-dessus. Et puis, on pourra parler de la suite le moment venu. ouais, parfait, Ah, merci parfait. beaucoup, hein. Super. Ah, Ouais, merci. merci beaucoup, Sean. Ouais, ben, écoute, c'était un plaisir de pouvoir collaborer avec vous et de pouvoir faire ces tests. C'était la première fois que je faisais ce test hybride. Donc, c'était intéressant de voir qu'on a pu quand même en sortir des infos qui étaient intéressantes. Et puis à voir comment on arrive à faire avancer les choses à l'avenir, quoi. Ouais, c'est ça, super. En tout cas, nous, c'était hyper intéressant, je pense, d'avoir ce test, ces données-là. Et je me réjouis des futures collaborations avec toi. Super. Bah, écoute, moi de même, je vous souhaite une bonne journée, les gars. Et puis, Ouais, toi aussi. Bon podcast cet après-midi. merci. Et puis, tu me tiens au courant sur l'évolution de ton entraînement respiratoire aussi. Et puis, Ouais, on reste en contact de je te toute tiens façon. au jus. On reste en contact. Ben, bonne année, quoi. Bonne année, c'est ça. Merci, les gars. Allez, merci. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao. À bientôt. Salut.